Martin Vinclair, bonjour. Bonjour. Je suis super heureuse, super excitée de vous parler aujourd'hui. On ne vous présente plus dans le milieu de la grossesse, mais je vais le faire quand même. Donc, vous êtes connu, vous vous appelez Marc Zafran. Initialement, vous êtes connu sous votre pseudo Martin Vinclair pour vos différents ouvrages, que ce soit des romans ou des essais. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous de votre livre qui a été un vrai pavé dans la mare, qui est Les Brutes en blanc et qui retrace un peu l'état de maltraitance plus ou moins généralisée de la médecine en France. Et dans le cadre de la grossesse, c'est particulièrement problématique. On connaît les cas des violences obstétricales, mais aussi, même quand tout au long de la grossesse, en général, les femmes sont particulièrement infantilisées et vous en témoignez particulièrement bien. Alors oui, et ça commence même avant que les femmes soient enceintes, puisque par exemple, il y a des injonctions qui sont faites par un certain nombre de médecins sur les femmes à propos de leur âge, par exemple. Hein, oh là là, vous avez 35 ans, vous n'êtes pas enceinte encore, comment ça se fait Ou Madame, avec le poids que vous faites, vous serez jamais enceinte. Et alors ça peut être soit du surpoids, soit du sous-poids. C'est-à-dire qu'on fait les femmes qui sont en dessous de l'IMC moyen ont le même genre de commentaires. Ou encore oh là là, mais vous vous rendez pas compte, vous n'avez pas d'enfant, vous mettez un stérilet, vous risquez d'être stérile après. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours d'injonction de la part des médecins qui n'a rien de scientifique, qui n'est pas validé par des connaissances et qui consiste essentiellement à laisser entendre aux femmes qu'elles se mettent en danger en faisant n'importe quoi, parce qu'évidemment, les femmes font n'importe quoi, tout le monde sait ça. Que deuxièmement, si elles n'écoutent pas les médecins, soit elles seront pas enceintes, soit elles seront enceintes, mais pas quand il faut et comme il faut, soit leurs enfants iront pas bien, etc. C'est-à-dire il y a un discours à la fois autoritaire et terroriste, qui est pas du tout un discours de soignant, qui est pas du tout un discours bienveillant et qui est pas du tout un discours scientifique. Et moi, s'il y avait une seule chose que je dirais pour les femmes qui vont voir un médecin dans n'importe quelle circonstance, c'est tous les discours qui sont insultants, terroristes, comment dirais-je, culpabilisants et humiliants, sont nuls et non avenus. C'est-à-dire qu'un soignant ne doit jamais ni vous juger, ni vous faire peur, ni vous culpabiliser, ni vous humilier. S'il le fait, probablement, si vous pouvez, il faut changer de personne, il faut changer de soignant. Il faut changer de professionnel. Parce que ça ne peut pas, vous ne pouvez pas avoir une relation de soins avec quelqu'un comme ça. Oui, vous semblez dire que c'est quand même un cas assez généralisé, mais que c'est pas non plus une fatalité. C'est-à-dire qu'il existe aussi évidemment des soignants bienveillants, mais que c'est important Bien sûr. de se donner le droit d'aller voir ailleurs quand on tombe sur un gynéco ou un obstétricien qui nous parle assez mal. Bah, le fond de l'affaire, c'est qu'il s'agit quand même de votre corps, de votre vie, que vous allez voir quelqu'un qui, même si ça ne plaît pas à beaucoup de médecins d'entendre ça, qui est censé vous délivrer un service. Ce service, c'est de vous soigner. Alors c'est un service un peu particulier, mais c'est quand même un service. Il est à votre service. Moi, je considère que les médecins sont au service des personnes qui font appel à eux. Et donc, si cette personne commence déjà par vous traiter de haut, c'est-à-dire non pas par recevoir votre demande comme finalement une marque de confiance, et une marque de confiance, ça s'honore, et ça s'honore par le respect, si vous voulez. Si elle ne reçoit pas votre demande comme une marque de confiance, c'est pas une personne soignante. Et évidemment, il y a des soignants, il y a des personnes qui sont tout à fait bienveillantes, il y a des personnes qui vont vous recevoir de façon tout à fait gentille, aimable, agréable, rassurante, etc. Celles-là, on le sait d'emblée, elles le sont d'emblée. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui, encore une fois, vous prend de haut, bah, vous n'êtes pas dans une relation de soins, vous êtes seulement dans une relation d'autorité, et une relation d'autorité, ça ne peut pas être une relation de soins. C'est très important déjà d'identifier ça au départ, parce que si on part du principe qu'un médecin va forcément nous faire du bien parce qu'il ou elle est médecin, et que même s'il nous parle mal, il est compétent, on passe à côté de quelque chose d'essentiel, c'est que on ne peut pas soigner en étant malveillant, maltraitant ou insultant.
On peut pas être compétent en étant maltraitant, et tout simplement parce que la maltraitance et la malveillance, il y a du mépris dedans. Et quand vous méprisez les gens, vous pouvez pas les soigner, parce que vous n'allez pas les écouter, vous n'allez pas les respecter, vous n'allez pas entendre ce qu'ils ont à dire, vous n'allez pas comprendre leurs besoins. Donc, les gens qui vous parlent mal ne peuvent pas être compétents, ne peuvent pas vous entendre, donc ils peuvent pas être compétents. Ce que vous dites, pardon, je m'en étouffe tellement ça me choque tout ça. Ce que vous dites, ça me paraît vraiment, vraiment crucial, puisque j'ai entendu un gynéco récemment, que je ne vais pas citer, bien sûr, mais qui disait au sujet des femmes enceintes ou des projets de naissance, oh là là, si on commence à écouter tout ce que les femmes veulent, on n'aurait pas fini. C'est exactement ça. Bien sûr qu'il faut écouter ce que les femmes veulent. C'est elles qui sont enceintes, c'est elles qui vont accoucher, c'est elles qui vont, comment dirais-je, éduquer les enfants et les nourrir, etc. Il y a une autre chose aussi qui est scandaleuse dans le comportement d'un certain nombre de médecins, c'est que être enceinte, c'est courir le risque de perdre la vie. C'est-à-dire que, par exemple, on a fait un certain nombre d'études qui montrent que c'est moins dangereux pour la santé de prendre la pilule pendant 10 ans que d'être enceinte 4 fois. Tout simplement parce que la grossesse, c'est quand même, bon, c'est un phénomène physiologique, c'est pas dangereux en soi, mais de temps en temps, il y a des accidents qui sont liés aux particularités de la grossesse, c'est-à-dire à des problèmes immunitaires, à des problèmes vasculaires, à des problèmes si vous voulez, la grossesse c'est un peu particulier parce que vous avez un corps étranger dans le ventre. En principe, les corps étrangers, on les rejette. On fabrique des anticorps contre. Si on ne le fait pas, c'est parce qu'il n'y a qu'à moitié étranger. La moitié de l'individu que vous portez, la moitié de ses gènes sont les vôtres. Donc, il y a une tolérance. Mais des fois, ça dérape, ces trucs-là. Et moi, j'ai vu des femmes mourir en accouchant parce qu'elles faisaient une embolie graisseuse. J'ai vu des femmes mourir de d'éclampsie, etc. C'est pas impossible de mourir quand on est enceinte. C'est pas fréquent, mais c'est pas impossible. Par conséquent, ce simple fait devrait obliger les médecins à respecter les femmes qui courent, qui mettent leur vie en danger en étant enceintes. Par exemple, un homme sera jamais mis en danger par la grossesse de la femme avec laquelle il vit. Bon, un médecin sera jamais mis en danger par la grossesse de la patiente qui vient le voir. Donc, ça devrait être élémentaire. Enfin, je veux dire, ça tombe sous le sens, quoi. Par conséquent, encore une fois, si vous êtes face à quelqu'un qui n'a pas cet élémentaire respect, et en particulier, il faut savoir quand même que dans le code de déontologie, il est dit explicitement qu'on doit soigner tout le monde sans préjugés. Tout le monde de la même manière sans préjugés. Donc les hommes et les femmes sans préjugés. Donc les femmes, qu'elles soient enceintes ou non, sans préjugés. Et l'une des choses les plus importantes dans le soin, c'est d'écouter ce que les gens ont à dire. Et d'écouter en particulier ce qu'ils veulent ou ce qu'ils ne veulent pas. Parce que les médecins ont aussi l'obligation d'obtenir pour tout geste qu'ils proposent le consentement de la personne. Ce qui veut dire implicitement que vous ne pouvez imposer, vous n'avez rien le droit d'imposer quand vous êtes médecin. Vous pouvez proposer, vous pouvez accompagner les décisions des personnes, mais vous ne pouvez rien leur imposer. Ça vous est moralement interdit par votre code de déontologie, qui est aussi dans la loi. Donc en principe, la loi vous l'interdit. Conséquence de quoi ? Évidemment, il faut écouter ce que les femmes veulent. C'est elles qui sont enceintes, c'est elles qui accouchent et vous ne pouvez rien leur imposer. Vous devriez. Donc quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui est méprisant. Mais à l'inverse, en même temps, ce que vous dites sur le fait que comme les femmes courent un risque, il est encore plus capital d'écouter leur désir. En général, c'est plutôt utilisé par les médecins sur vous êtes dans une situation qui potentiellement est mortelle pour vous, donc laissez la police faire son travail, vous voyez quoi, laissez les médecins faire leur métier, vous mêlez pas de tout ça, ça vous dépasse. Vous voyez oui, bien sûr, bien entendu. Le problème, c'est que ça peut pas être retourné contre les gens. C'est-à-dire que si vous conduisez une voiture et que vous décidez de ne pas mettre votre ceinture de sécurité. On doit vous prévenir qu'il faut mettre votre ceinture de sécurité. Mais c'est votre voiture, c'est vous qui conduisez, c'est vous qui prenez les risques. C'est pas aux autres de vous imposer ce que vous devez faire. On peut vous verbaliser à la rigueur, mais c'est tout. Quand vous êtes une femme et que vous êtes enceinte, bien sûr qu'il y a un risque. Mais ce risque, il ne doit jamais être utilisé contre vous. Pourquoi ? Parce que ça encore, c'est une forme de coercition. C'est-à-dire que la seule chose qu'un médecin doit faire, c'est vous informer des risques et vous informer de façon loyale. C'est-à-dire, par exemple, je vous ai parlé d'embolie graisseuse. Une embolie graisseuse, c'est
un truc sur 100 000 ou 1 million. Donc, il ne faut pas non plus faire peur aux femmes avec une embolie graisseuse, qui en plus c'est un truc qu'on peut pas éviter. En revanche, on peut lui dire, bah, madame, là vous avez une hypertension, une tension un peu élevée. C'est souhaitable que vous soigniez votre hypertension en fin de grossesse, parce que vous courez des risques plus importants si vous avez une tension très élevée. Ça ne veut pas dire, oh là là, vous allez tuer votre bébé, vous allez mourir. Non, ça, on n'a pas le droit de dire ça, parce que d'abord, on n'en sait rien, et ensuite, c'est terroriste. Et on ne peut pas faire de terrorisme. D'autant plus, pour une raison très simple. Ça, c'est les psychologues cognitifs qui nous apprennent ça. Si vous faites peur aux gens, ils ne pensent plus. C'est-à-dire qu'ils ne pensent plus de manière rationnelle. Ils ont une réaction, quand vous faites peur à quelqu'un, il y a deux types de réactions. C'est soit on se replie sur soi-même, soit on s'enfuit. C'est une réaction qui n'est pas spécifique aux humains. Ça existe chez tous les animaux un peu évolués qui ont un système nerveux. C'est-à-dire, soit on se défend, mais on peut se défendre aussi en se repliant, soit on s'enfuit parce qu'on veut échapper au danger. Donc faire peur aux gens, qu'un médecin fasse peur aux gens, c'est inacceptable. Et en plus, c'est contre-productif parce que vous les empêchez de prendre des décisions. Est-ce qu'on peut revenir sur le consentement éclairé que vous évoquiez tout à l'heure? Donc, ce que vous rappelez, j'ai déjà fait une vidéo sur le sujet et il y a plein de contenu sur Internet, mais j'adore la façon dont vous en parlez, donc je ne résiste pas à vous reposer la question. Le consentement éclairé, c'est que aucun acte médical ne peut être pratiqué sur une femme sans qu'elle ait d'abord été prévenue, avertie des risques et des bénéfices de l'acte et qu'elle ait dit oui, d'accord. C'est-à-dire pas d'épisiotomie, pas d'expression abdominale, bon ça encore plus parce que c'est interdit, rien, aucun acte sans que la femme soit prévenue. Exactement, c'est-à-dire que théoriquement, moi j'ai commencé à le faire il y a très longtemps quand je faisais encore de la médecine clinique. Théoriquement, un médecin n'a pas le droit de vous toucher avant de vous avoir demandé si vous êtes d'accord. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte parce qu'il y a des gens à qui je disais, est-ce que vous m'autorisez à vous examiner? Et puis de temps en temps, il y en avait qui disaient non. Et je disais, bon, d'accord, vous ne voulez pas que je vous examine, c'est très bien. Donc, on va faire sans. Notez bien qu'on peut faire sans, et ça ne dispense pas le médecin de vous soigner, que vous disiez non, je ne veux pas être examiné. Ça, quand je voyais des femmes, par exemple, en consultation qui venaient pour leur renouvellement de pilule, moi, j'avais appris, comme tout le monde, que fallait les examiner pour voir s'il n'y avait rien qui... Petit à petit, je me suis dit, mais c'est ridicule. Mais les femmes me disaient, je préfère pas aujourd'hui. Bon. Et puis, il ne se passait rien de grave, hein. Je leur ai prescripé leur pilule, elles allaient très bien. Puis, au bout d'un moment, j'ai dit, vous vous sentez comment? Moi, je me sens bien. Bon, alors, j'ai pas besoin de vous examiner. Si une femme me disait, je me sens pas bien, je voudrais que vous regardiez ce qui se passe et ce qui va pas de problème. C'est-à-dire que ça peut toujours faire l'objet d'une négociation et d'une négociation courtoise. Est-ce que vous pensez que j'ai besoin de vous examiner? Moi, je pense que ce serait pas mal de vous examiner pour tel ou tel type de raison. Est-ce que vous êtes d'accord? On peut toujours obtenir une réponse qui soit une réponse dans laquelle les gens sont en confiance. Parce que l'essentiel dans la question du consentement, c'est pas que les gens se laissent examiner, c'est qu'ils aient confiance. Parce que si vous êtes examiné par quelqu'un à qui vous avez confiance, que vous savez que vous pouvez refuser votre consentement à tout moment, vous pouvez autoriser le médecin à vous examiner l'abdomen, mais vous ne voulez pas qu'il vous fasse un examen gynécologique et vous le lui dites. Et qu'il vous dit, très bien. Vous pouvez lui faire confiance parce qu'il vous respecte. Et à ce moment-là, la confiance, ça va dans les deux sens. Ça m'est arrivé exceptionnellement de ne jamais pouvoir examiner quelqu'un. Ça m'est arrivé en revanche de très nombreuses fois de voir des gens qui ne voulaient pas être examinés la première, la deuxième, la troisième, la quatrième fois, et qui la cinquième fois me disaient quand même « je serais plus rassuré si vous m'examiniez ». Bon, parce qu'elles savaient que je ne les forcerais pas. Et encore une fois, on est dans quelque chose qui est une relation de confiance, pas une relation d'autorité, pas une relation de mépris, mais une relation dans laquelle, moi, monsieur, madame, je suis à votre service. Vous utilisez ce que vous pensez devoir utiliser de moi. Ça, c'est très important parce que la culture médicale française, c'est une culture paternaliste dans laquelle on présume que les personnes ne savent pas de quoi elles ont besoin, que les médecins savent mieux qu'elles de quoi elles ont besoin,
et que c'est au médecin de décider. Ben non, non, c'est jamais vrai. C'est jamais vrai. C'est jamais vrai, ne serait-ce que par exemple, quand vous soignez un enfant, vous demandez bien aux parents. Et donc, pourquoi est-ce que quand vous soignez un enfant, vous demandez aux parents s'ils sont d'accord, et quand vous soignez un adulte, vous lui demandez pas s'il est d'accord? Bon. Donc, la culture médicale française, elle peut pas changer d'elle-même. Hein. Je veux dire, il va falloir de nombreuses années avant que, dans les facultés de médecine, il y ait des profs, il y ait des doyens, il y ait des agrégés qui disent vous devez tout le temps demander l'autorisation des gens avant de les toucher, avant de leur faire quoi que ce soit. Et si vous êtes intelligent et qu'ils vous disent non, eh ben vous allez faire 100. Parce que c'est ça, vous prétendez que vous êtes des gens intelligents qui ont fait 10 ans d'études, mais si vous avez fait 10 ans d'études et que vous êtes aussi intelligent que ça, vous devez vous débrouiller, même quand vous n'avez pas toutes les possibilités de faire qu'on vous a apprises. C'est ça, utiliser sa tête. Comme ça, ils sont pas prêts. Ils sont seulement dans la relation de pouvoir. En attendant que ça change, il faut que ce soit les usagères et les usagers eux-mêmes qui disent « Non, monsieur, moi, je veux pas. » Et vous qui êtes si intelligent, vous devez pouvoir faire ça. Et comme vous le rappelez, ça fait partie du code de déontologie des médecins et c'est aussi une exigence de la loi. Exactement. Ben oui, parce que le code de déontologie, il est dans la loi. C'est une partie de la loi, c'est du code de la santé publique qui lui-même est un texte de loi. Bon. Donc, quand vous lisez l'article, je crois que c'est l'article 38, le consentement doit être recherché dans tous les cas. Bon. Si vous n'avez pas le consentement de la personne, vous devez l'informer des risques, etc. Mais encore une fois, l'informer des risques, ça ne veut pas dire « Oh là là, vous allez mourir si je ne vous touche pas ». Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est juste pas vrai. C'est un fantasme. C'est le fantasme de « Moi, je sauve des vies, donc si je peux pas vous soigner, vous allez mourir ». Ben non, non, non. Les médecins passent, enfin je veux dire, les personnes qui vont voir un médecin, la grossesse c'est un peu particulier parce qu'une femme enceinte doit voir un médecin tous les mois, mais les gens qui vont voir un médecin, ils voient le médecin quoi, 3 fois par an, 20 minutes. Et le médecin, il s'imagine que parce qu'ils vont pas le voir, parce qu'il va pas les examiner, ils vont mourir entre-temps. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Non, alors pour les femmes enceintes. C'est un peu particulier parce qu'il y a une forme de coercition particulière qui se fait sur les femmes enceintes, c'est que c'est sur les femmes enceintes que le terrorisme et la culpabilisation marchent le mieux. Pourquoi? Parce que quand on fait peur aux femmes, on leur dit en plus, si vous ne faites pas ce que je vous dis, votre bébé va mourir. Donc, il y a une culpabilisation extraordinaire. C'est inacceptable. On n'a pas à culpabiliser les femmes par rapport à l'enfant qu'elles portent. Ni quand elles ne sont pas enceintes, ni quand elles sont enceintes et qu'elles ne veulent pas poursuivre leur grossesse, ni quand elles sont enceintes et qu'elles se posent la question ouais, est-ce que j'ai bien fait d'être enceinte, etc. Etc. On n'a jamais à la culpabiliser. On doit leur donner les informations les plus objectives possibles. Hein, c'est le coup du verre de vin qu'elles prennent occasionnellement. Tiens, un verre de vin, vous vous rendez pas compte? Oui, bien sûr, si vous buvez 1 demi-litre de vin par jour pendant toute votre grossesse, ça risque d'être un peu toxique pour l'enfant, ça c'est sûr. Mais bon, je veux dire, on se calme, quoi. Et vous voyez, il y a un manque de nuance extraordinaire qui est lié à cet état d'esprit qui consiste à culpabiliser les gens. Et ça, c'est encore plus prégnant avec les femmes enceintes parce que elles sont prises en otage finalement de leur grossesse. Vous êtes enceinte, donc vous êtes plus coupable. Déjà, les femmes sont coupables, mais là en plus, quand elles sont enceintes, elles sont 2 fois coupables. Vous voyez, elles sont coupables pour elles sont coupables pour les enfants. Ça va pas, ça. C'est inacceptable. J'espère vraiment, et j'en suis sûre d'ailleurs, que tous vos éclairages aideront des femmes qui nous regardent à se dire non mais en fait c'est vrai que là mon gynéco il est complètement déconnant et ça serait bien que je change et j'aimerais aussi les rassurer sur le fait que mes 2 grossesses j'ai été suivie par des sages-femmes mais formidables qui m'ont toujours demandé mon autorisation pour faire le moindre acte et c'est vrai que ça change tout et que ces personnes-là existent quoi.
Ces personnes-là existent. Et puis en plus, quand on sort de France, on voit que c'est pas du tout comme ça. Vous allez aux Pays-Bas, vous allez aux Pays-Bas en particulier, ou vous allez dans des pays scandinaves, où 50% des femmes accouchent chez elles avec une sage-femme ou toute seule ou avec une doula. Alors, on n'entend pas dire qu'il y a plus de catastrophes. Hein. Au contraire, parce que quand vous n'êtes pas à l'hôpital, vous évitez toutes les complications qui sont inhérentes au fait d'être à l'hôpital. À Montréal, où j'habite, il y a des maisons de naissance où les sages-femmes, qui sont une profession récente en plus, parce qu'il y a eu très peu de sages-femmes avant, sont en train de s'occuper. Il y a des maisons de naissance et les sages-femmes sont en train de répandre le fait qu'effectivement, on n'est pas obligé d'accoucher à l'hôpital. Quand vous allez dans les pays en développement, comment elles font les femmes ? Et la mortalité périnatale, elle a baissé, mais pas à cause des médecins. Elle a baissé parce que il y a l'eau courante, il y a des vaccinations, il y a des soins immédiats aux nouveau-nés, etc. Mais c'est pas à cause des interventions obstétricales. Si c'était si dangereux d'être enceinte, toutes les femmes enceintes dans les pays qui n'ont pas de ressources médicales mourraient. Ou en tout cas, il y aurait une mortalité faramineuse. La mortalité est plus élevée, mais pas à cause de l'absence de médecins. Donc, c'est très important. Alors, j'ai une anecdote toute récente, c'est ma belle-fille qui a lu Marie-Hélène Lahaye, qui a lu mes livres aussi, mais enfin qui a lu plein d'autres livres comme ça. Ma belle-fille était enceinte, elle est allée dans une clinique assez sympa en banlieue parisienne, pas loin de chez elle. Et elle a été très bien reçue, on l'a pas obligée à faire quoi que ce soit. Elle a dit je ne veux pas de péridurale. Je veux accoucher sans péridurale. On lui dit bon, très bien. Quand elle allait voir le médecin et que le médecin lui demandait vous allez bien, elle disait oui, vous n'avez pas besoin de m'examiner. Je vais bien. Pourquoi vous allez me faire un examen gynécologique? Je vais bien. Bon, non, donc il n'examinait pas. À la fin, on lui disait quand même, il faudrait que vous alliez faire la consultation d'anesthésie au cas où vous auriez besoin d'une péridurale. Elle dit non, je ne veux pas de péridurale. Oui, mais s'il faut vous en faire une en urgence. Eh ben, l'anesthésiste, il fera la consultation en urgence. Il est fait pour s'occuper des urgences, l'anesthésiste. Il a été formé pour ça, non? Bon. Donc, et puis c'est une femme qui sait exactement ce qu'elle veut, qui se laisse pas impressionner. Bon. Donc, elle était avec des gens qui étaient particulièrement bienveillants, mais qui étaient quand même un tout petit peu interventionnistes parce qu'ils ont été formés comme ça. Et donc, elle leur a apporté les stimuli, comment dirais-je, qu'il fallait pour qu'ils la laissent tranquille. Et elle est restée tranquille. Je connais pas les détails parce que moi, j'étais pas présent à l'accouchement, évidemment, mais elle a eu l'accouchement qu'elle voulait. C'est son premier, hein. C'est sa première petite fille. Bon. Donc, c'est possible en France. Et il n'y a pas eu de catastrophe et personne ne l'a forcé et surtout ils avaient une attitude qui consistait pas à la culpabiliser tout le temps. Donc, mais plutôt à se rassurer eux. Il y a ça aussi qu'il faut garder à l'esprit, c'est que beaucoup de médecins et en particulier en obstétrique sont terroristes parce qu'ils ont peur. Ils ont peur que les femmes meurent comme si elles mouraient comme ça, vous voyez, comme si tombaient comme des mouches. Ils ont peur qu'on leur reproche de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Ils ont peur des procès, alors qu'il y a très peu de procès en France. Ils ont peur de tout. Ils ont peur parce qu'on les a éduqués dans la peur. Et donc, souvent, je dis en rigolant aux femmes, je leur dis, mais rassurez-les. Rassurez-les en disant, vous savez, c'est mon corps, c'est moi qui le connais, je sais ce qui se passe. J'ai pas besoin que vous ayez peur. Bon, et ça, c'est très important de garder ça à l'esprit, que beaucoup de professionnels sont maltraitants parce qu'ils ont peur. Ils ne sont pas maltraitants parce qu'ils sont foncièrement mauvais. Ils sont maltraitants parce qu'ils ont peur et parce qu'ils sont dans le contrôle. Parce que ce qui les rassure, c'est de contrôler. Martin, merci infiniment pour ce Je vous en prie. cadeau que vous faites aux femmes. J'ai envie de partager avec les femmes qui nous regardent quelque chose que vous me disiez tout à l'heure, c'est que vous et moi, nous avons quelque chose en commun, c'est que nous sommes tous deux des femmes hystériques. Sauf que oui, absolument. Je suis une femme hystérique, mais ça se voit pas. Merci infiniment. Ben, merci à vous de m'avoir donné la parole et merci à toutes les internautes de regarder. Merci. Au revoir.